Ne pas connaître votre moteur à essence peut mener à le détruire à jamais. Et cela parce que la plupart des gens croient savoir comment fonctionne un moteur à essence. Mais pas parce qu'ils l'ont étudié, plutôt parce qu'ils l'utilisent tous les jours. En réalité, le moteur à essence moderne est plein de décisions d'ingénierie extrêmement précises, pensées pour équilibrer performance, consommation, émissions et durabilité. Le problème est que presque aucun conducteur ne connaît ces décisions, ni comment elles affectent ses gestes quotidiens. Ne pas les connaître ne casse pas la voiture aujourd'hui, ne vous laisse pas en rade demain, mais raccourcit bel et bien sa durée de vie de façon silencieuse. Des moteurs bons, bien conçus et fiables, finissent par mourir jeunes non pas à cause de défauts d'usine, mais parce que personne ne leur a expliqué comment ils devaient être traités. C'est pourquoi nous vous apportons aujourd'hui ces 16 secrets du moteur à essence que vous devez connaître, mais prêtez une grande attention au secret numéro 1, avec lequel nous terminerons en haut de ce classement, car il explique exactement pourquoi tant de moteurs apparemment sains, bien entretenus et avec des révisions à jour, finissent par tomber en panne avant l'heure. Parce que oui, vous pensez que votre moteur est simple, jusqu'à ce qu'il commence à faire des bruits bizarres et que Google ne vous aide plus. Alors commençons. Numéro 16. Le moteur consomme plus d'essence à froid même si vous n'accélérez pas. Un des plus grands mythes parmi les conducteurs est de croire que, tant qu'on n'accélère pas, la consommation est minimale. Rien n'est plus éloigné de la réalité, surtout quand on parle d'un moteur à essence à froid. Le moment juste après le démarrage est, paradoxalement, l'un des plus inefficaces en termes de consommation, même si la voiture est à l'arrêt ou roule doucement. Et ce n'est pas une erreur du conducteur, c'est une décision délibérée du moteur. Quand un moteur est froid, l'EQ, l'unité de contrôle, entre dans un mode de fonctionnement spécial. L'essence ne se vaporise pas pareil à basse température, l'huile ne circule pas aussi vite et les tolérances internes ne sont pas encore dans leur plage optimale. Pour compenser cela, l'ordinateur de bord enrichit le mélange, c'est-à-dire qu'il injecte plus de carburant que ce qu'il utiliserait à chaud. L'objectif n'est pas d'économiser, mais de protéger le moteur et d'assurer une combustion stable. Le résultat, une consommation élevée même si le conducteur ne fait rien. Pendant ces premières minutes, chaque seconde compte. Le ralenti est plus haut, l'injection est plus généreuse et les pertes énergétiques sont plus grandes. C'est pourquoi les trajets courts font exploser la consommation moyenne et c'est pourquoi démarrer un moteur plusieurs fois à froid dans la journée est une des pires choses qu'on puisse lui faire, même si on conduit avec douceur. L'erreur courante est de penser que la dépense commence quand on accélère, alors qu'en réalité elle a déjà commencé dès le premier tour de Vilebrequin. Ce secret explique pourquoi beaucoup de conducteurs sont surpris de consommer autant juste pour aller au coin de la rue. Le moteur n'est pas encore dans des conditions idéales, et tant qu'il ne l'est pas, il va consommer plus d'essence que vous ne l'imaginez, que vous vous en rendiez compte ou non. Numéro 15. L'huile ne protège pas pareil à tous les régimes. Il existe une croyance très répandue. Tant qu'il y a de l'huile, le moteur est protégé. La réalité est bien plus complexe. L'huile ne doit pas seulement être présente, elle doit être au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes conditions. Et c'est là qu'interviennent les régimes du moteur, un facteur que beaucoup ignorent complètement. Chaque moteur a une fenêtre de lubrification optimale, une plage de régime où la pression d'huile, le débit et le film lubrifiant travaillent en équilibre. En dessous de cette plage, la pression peut être insuffisante pour protéger certaines surfaces critiques sous charge. Au-dessus, l'huile peut casser son film ou générer des frictions supplémentaires. Cela signifie que tous les régimes ne sont pas aussi sûrs, même si le moteur sonne bien. Il y a des zones internes du moteur, coussinets, arbre à cames, paliers du Vilebrequin qui souffrent particulièrement quand on combine une faible lubrification et une charge élevée. Et cela arrive, par exemple, quand on accélère avec décision à de très bas régimes. Le conducteur a l'impression de prendre soin du moteur en ne le faisant pas trop monter dans les tours, mais en réalité il force des composants qui ne sont pas encore bien protégés. C'est pourquoi monter un peu plus haut dans les tours n'est pas toujours mauvais, et le faire trop peut être pire. L'usure des coussinets, une des pannes les plus coûteuses et silencieuses, est directement liée à cette mauvaise interprétation des régimes. L'huile protège, oui, mais pas de façon uniforme ni automatique. Il faut l'aider. Numéro 14. Le moteur souffre plus à mi-régime qu'à haut régime, dans certaines conditions. C'est un des secrets les plus contre-intuitifs du moteur à essence, et en même temps, l'un des plus importants. Le dommage n'arrive pas toujours quand le moteur tourne haut, mais quand il travaille chargé dans un régime qui semble confortable pour le conducteur. Ici intervient un concept clé que presque personne ne maîtrise. Charge vs régime. La charge est l'effort demandé au moteur, pas la vitesse à laquelle il tourne. Un moteur peut tourner à bas régime et être soumis à une énorme charge, par exemple en montant une pente avec un rapport long. Dans ce scénario, les pressions internes explosent, la combustion est moins efficace et les composants souffrent plus que si le moteur tournait un peu plus haut mais avec moins d'effort. Être noyé est une des pires pratiques possibles. Le conducteur croit économiser du carburant et prendre soin du moteur, alors qu'en réalité il provoque des détonations douces,
des vibrations internes et des efforts inégaux sur les pistons et les bielles. Ce type de dommage ne génère pas de panne immédiate, mais laisse une trace. Une trace qui apparaît des années plus tard sous forme de consommation d'huile, perte de compression ou bruits internes. Cette erreur est particulièrement courante en ville et en montée, où beaucoup préfèrent ne pas rétrograder pour ne pas forcer. Paradoxalement, forcer est exactement ce qu'ils font. Le moteur à essence est conçu pour tourner, pas pour souffrir en silence à bas régime. Numéro 13. L'écu apprend vos mauvaises habitudes. La plupart des conducteurs croient que l'écu est une entité rigide, qui fonctionne toujours de la même façon. En réalité, les moteurs modernes apprennent. Ils observent, corrigent et s'adaptent à la façon dont on les conduit. Et cela peut être une bénédiction ou un problème. L'ordinateur de bord ajuste des paramètres comme le mélange, l'avance à l'allumage et la réponse de l'accélérateur en fonction de schémas répétés. Si vous conduisez toujours avec des accélérations brusques, des freinages constants ou à des régimes inappropriés, le moteur s'adapte à cela. Non pas pour vous punir, mais pour survivre. Le résultat est souvent une voiture qui devient plus molle, moins fine et avec une réponse moins bonne. Beaucoup de conducteurs sentent que leur voiture ne pousse plus comme avant et pensent que c'est l'usure naturelle. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas ça. C'est une adaptation. L'écu a appris à adoucir la réponse pour protéger le moteur d'un traitement inadéquat. Récupérer le comportement d'origine n'est pas toujours immédiat et, dans certains cas, nécessite des reprogrammations ou des réapprentissages. Numéro 12. Plus d'indices d'octane ne signifie pas toujours plus de puissance. Une des erreurs les plus courantes et les plus rentables pour les pétroliers est de croire que d'utiliser une essence à indice d'octane plus élevé fera que votre voiture ira plus vite, consommera moins ou se sentira mieux. La logique semble simple. Si elle est plus chère et à un nombre plus élevé, elle doit être meilleure. Mais dans les moteurs à essence, l'indice d'octane ne mesure pas la qualité, il mesure la résistance à la détonation. Rien de plus. Et comprendre cela change complètement la façon dont vous devriez choisir votre carburant. L'indice d'octane indique dans quelle mesure l'essence supporte la compression sans détonner spontanément. Dans les moteurs conçus pour travailler avec des taux de compression élevés, des turbocompresseurs ou des avances à l'allumage agressive, un indice d'octane trop bas peut provoquer de la détonation, ce qui est effectivement dommageable. Dans ces cas, utiliser l'indice d'octane recommandé ou supérieur est nécessaire. Mais dans un moteur conçu pour du 87, 91 ou l'équivalent local, mettre plus d'octane n'ajoute pas de puissance supplémentaire car le moteur n'est pas programmé pour en tirer profit. L'écu ne voit pas l'indice d'octane comme une amélioration automatique. Si le moteur ne détecte pas de détonation, il ne change pas sa stratégie. Autrement dit, payer plus ne débloque pas de chevaux cachés. Dans beaucoup de voitures atmosphériques, l'utilisation d'essence premium ne fait que vider le portefeuille sans aucun bénéfice tangible. Le mythe se renforce parce que certains conducteurs perçoivent une réponse différente, mais cela est souvent dû à des variations d'additifs, pas à une puissance réelle. Numéro 11. Le moteur à essence déteste les trajets courts. S'il fallait choisir un ennemi silencieux du moteur à essence moderne, ce seraient les trajets courts répétés. Non pas les embouteillages, non pas les hauts régimes occasionnels, mais l'habitude de démarrer, parcourir quelques kilomètres et couper le moteur avant que tout n'entre dans sa plage idéale. Ce type d'usage est dévastateur à long terme, même si la voiture semble aller bien pendant des années. Chaque démarrage à froid génère une condensation interne. De la vapeur d'eau qui se forme à l'intérieur du moteur et qui, si elle ne s'évapore pas complètement, finit par se mélanger à l'huile. À cela s'ajoute la dilution de l'huile par le carburant, un phénomène peu connu mais très réel. Une partie de l'essence non brûlée s'infiltre dans le carter quand le moteur est froid. Si le trajet est court, ce carburant ne s'évapore jamais et l'huile perd en capacité lubrifiante. En ville, ce processus se répète encore et encore. L'huile vieillit avant l'heure, les additifs se dégradent et le moteur travaille constamment hors de sa zone optimale. C'est pourquoi il y a des moteurs qui, avec peu de kilomètres, présentent une usure interne comparable à celle de voitures ayant le double d'usage sur route. Ce n'est pas le kilométrage qui tue le moteur, c'est la façon dont on fait ces kilomètres. Numéro 10. La température idéale n'est pas celle du tableau de bord. Quand l'aiguille de température se place au milieu, la plupart des conducteurs supposent que le moteur est déjà prêt pour tout. Erreur. Cet indicateur ne montre que la température du liquide de refroidissement, pas celle de l'huile, ni des composants internes critiques. Et la différence entre les deux peut être énorme, surtout dans les premières minutes de conduite. Le liquide de refroidissement chauffe vite parce qu'il est conçu pour ça. L'huile, non. L'huile a besoin de plus de temps pour atteindre sa viscosité idéale, circuler correctement et former un film protecteur stable. Pendant cet intervalle, le moteur peut sembler chaud d'après le tableau de bord, mais intérieurement il reste vulnérable. L'exiger à ce moment-là est une des erreurs les plus courantes et les plus dommageables. Numéro 9. Le bruit du moteur en dit plus que vous ne croyez.
Avant qu'il n'existe des scanners, des capteurs et des écrans, les mécaniciens diagnostiquaient les moteurs en les écoutant. Et ce n'était pas de la magie, c'était de l'expérience. Le bruit du moteur à essence est une source d'information terriblement précise si on sait l'interpréter. Le problème, c'est que la plupart des conducteurs apprennent à l'ignorer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un changement subtil dans le ton, une nouvelle vibration, un claquement occasionnel. Rien de tout cela n'est normal juste parce que la voiture continue de rouler. Les moteurs ne développent pas de bruit par caprice. Chaque nouveau son est un indice. Un avertissement précoce de quelque chose qui change intérieurement. L'ignorer ne le fait pas disparaître, ça le laisse grandir. Il y a des bruits normaux, le fonctionnement des injecteurs, certains clics thermiques et des bruits dangereux, des coups secs, des cliquetis sous charge, des bourdonnements métalliques persistants. La différence n'est pas toujours évidente, mais apprendre à reconnaître des schémas sauve des moteurs. Beaucoup de pannes graves commencent par des sons légers qu'on normalise avec des phrases comme « il a toujours fait ce bruit ». Si vous êtes en train d'apprendre des choses que personne ne vous a expliquées quand vous avez acheté votre voiture, abonnez-vous. Ici, on parle de vrais moteurs, pas de mythes répétés sans comprendre la mécanique derrière. Numéro 8. L'accélérateur ne contrôle pas directement le moteur. Un des plus grands malentendus du conducteur moderne est de croire que la pédale d'accélérateur est directement connectée au moteur, comme c'était le cas il y a des décennies avec les câbles mécaniques. Aujourd'hui, dans l'immense majorité des voitures à essence, ce n'est plus le cas. L'accélérateur est électronique, et cela change complètement la relation entre votre pied et le moteur. Quand vous appuyez sur la pédale, vous ne donnez pas un ordre direct, vous faites une demande que l'EQ interprète, filtre et décide d'accorder, et dans quelle mesure. L'ordinateur de bord évalue de multiples variables avant de répondre. Température du moteur, charge, régime, émission, consommation attendue, protection mécanique et même style de conduite à prix. C'est pourquoi appuyer plus ne signifie pas toujours accélérer plus. Dans beaucoup de cas, l'EQ limite l'ouverture de l'accélérateur, retarde l'allumage ou modifie le mélange pour protéger le moteur ou réduire les émissions. Le conducteur sent une réponse mou et a tendance à réagir en appuyant encore plus, ce qui n'améliore pas toujours les choses, et dans certains cas, aggrave la consommation et la souplesse. Ce secret explique pourquoi beaucoup de voitures modernes semblent incohérentes dans leur réponse. Ce n'est pas que le moteur soit faible, c'est que le système est conçu pour prioriser l'efficacité et la longévité, même si le conducteur ne le sait pas. Numéro 7. Le moteur s'use plus à charge constante qu'à charge variée. Il existe la croyance que maintenir une vitesse constante pendant des heures est ce qu'il y a de mieux pour votre moteur. Et bien que ce soit vrai que la route est moins agressive que la ville, il y a une nuance importante que presque personne ne connaît. La charge constante pendant de longues périodes génère aussi une usure spécifique, surtout si le régime et la charge sont toujours les mêmes. Le phénomène s'appelle microfatigue mécanique. Quand un moteur travaille longtemps exactement au même point de charge et de régime, certains composants reçoivent des efforts répétitifs identiques. Il n'y a pas de variation, pas de repos dynamique. Cela affecte particulièrement les coussinets, les segments et les soupapes. Ce n'est pas une usure rapide, mais bien cumulative et très spécifique. C'est pourquoi les moteurs qui font toujours le même trajet, à la même vitesse, avec le même rapport, peuvent présenter des schémas d'usure curieux. Ils ne tombent pas en panne d'un coup, mais vieillissent de façon inégale. En revanche, varier légèrement le rythme, petit changement de charge, légère variation de vitesse, distribue les efforts internes et réduit cet effet répétitif. L'erreur typique sur autoroute est d'activer le régulateur de vitesse et d'oublier la voiture pendant des heures. Ce n'est pas que ce soit mauvais de l'utiliser, c'est que l'utiliser sans aucune variation n'est pas aussi idéal qu'on le croit. Les conducteurs expérimentés, même sans connaître la théorie, varient inconsciemment le rythme, doublent, lèvent légèrement le pied, remettent de la charge. Cela, à long terme, est plus sain pour le moteur. Ce secret ne signifie pas que vous devez conduire de façon erratique, mais comprendre que la mécanique apprécie les petits changements. L'uniformité absolue n'est pas toujours synonyme de soin. Numéro 6. Le frein moteur protège le moteur à essence. Pendant des années, on a dit qu'utiliser le frein moteur forçait le moteur. Que rétrograder est mauvais. Qu'il vaut mieux toujours freiner avec la pédale. Tout cela est faux, ou du moins incomplet. Dans un moteur à essence moderne, le frein moteur est un des outils les plus intelligents et protecteurs que vous avez, et presque personne ne l'utilise bien. Quand vous levez le pied de l'accélérateur et laissez la voiture retenir avec le moteur, l'EQ coupe complètement l'injection de carburant. Littéralement, le moteur tourne sans consommer d'essence. Non seulement vous économisez du carburant, mais vous réduisez la température de combustion et stabilisez le régime sans effort brusque. De plus, l'huile continue de circuler avec une pression adéquate, maintenant une lubrification constante. Au niveau mécanique, le frein moteur réduit l'usage intensif des freins, évite les surchauffes et maintient le moteur dans une plage contrôlée. Utilisé correctement,
il n'abîme rien. Au contraire, il crée des transitions douces de charge que le moteur apprécie. Le problème apparaît quand on le fait de façon extrême, en rétrogradant trop de rapports d'un coup et en amenant le régime dans la zone rouge. Mais cela, ce n'est pas du frein moteur, c'est de la mauvaise technique. La plupart des conducteurs modernes n'utilisent pas le frein moteur parce qu'on ne le leur a jamais enseigné. Ils conduisent à la pédale, accélérer et freiner, sans terme moyen. Le résultat est plus d'usure, plus de consommation et moins de contrôle. Le frein moteur n'est pas une relique du passé. C'est un outil actuel, efficace et étonnamment protecteur pour le moteur à essence. Numéro 5. La saleté interne tue plus de moteur que le manque d'huile. Quand on parle de moteur endommagé, l'image typique est celle d'un moteur sans huile, grippé, détruit. Mais la réalité est moins dramatique et bien plus courante. La plupart des moteurs ne meurent pas par manque d'huile, ils meurent par huile sale. Par des boues, des résidus et des canaux de lubrification partiellement obstrués que personne ne voit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La saleté interne se forme lentement. De l'huile dégradée, des trajets courts, des températures élevées, des intervalles de vidange prolongés et une combustion incomplète génèrent des dépôts qui adhèrent aux surfaces internes. Avec le temps, ces boues bloquent les passages fins d'huile, affectent les poussoirs hydrauliques, les tendeurs de chaîne et les systèmes de distribution variables. Le moteur continue de fonctionner, mais de plus en plus mal. Voici la grande erreur. Changer l'huile ne résout pas toujours le problème s'il y a déjà de la saleté accumulée. La nouvelle huile circule, oui, mais les canaux restent partiellement obstrués. C'est pourquoi il y a des moteurs avec des entretiens corrects sur le papier qui tombent en panne avant l'heure. On n'a pas traité la source du problème à temps. Ce secret explique pourquoi certains moteurs commencent à faire du bruit, à consommer de l'huile ou à perdre de la pression sans cause évidente. Ce n'était pas une panne ponctuelle, c'était une dégradation progressive. Le nettoyage interne, l'utilisation correcte de l'huile adaptée et des intervalles raisonnables sont bien plus importants que ce que la plupart croient. Numéro 4. Le moteur souffre plus du mauvais usage que des kilomètres. Un des grands mythes de l'automobile moderne est de croire que le kilométrage, à lui seul, détermine la vie d'un moteur à essence. Pendant des années, on a répété l'idée que beaucoup de kilomètres équivaut automatiquement à une usure extrême, tandis qu'une voiture avec peu d'usage est synonyme de bon achat et de longue vie. La réalité mécanique est bien plus gênante. Le traitement compte bien plus que le chiffre de l'odomètre. Un moteur avec peu de kilomètres, mais soumis à des trajets courts constants, des démarrages à froid quotidiens, des accélérations brusques et un entretien irrégulier, peut être intérieurement bien plus dégradé qu'un moteur avec le double de kilométrage utilisé majoritairement sur route, à température stable et avec de bonnes habitudes. Le métal ne s'use pas seulement en tournant, il s'use en tournant dans de mauvaises conditions. C'est là que naît le mythe du kilométrage bas. Beaucoup de moteurs tombent prématurément en panne non pas parce qu'ils ont trop travaillé, mais parce qu'ils n'ont jamais bien travaillé. Toujours froid, toujours forcé, toujours coupé avant de se stabiliser. Le moteur n'est pas conçu pour vivre à moitié. Il a besoin de cycles complets, de températures correctes et d'un usage cohérent. C'est pourquoi il existe des moteurs avec 300 000 ou 400 000 km qui continuent de fonctionner avec souplesse, tandis que d'autres avec 80 000 présentent déjà des bruits, une consommation d'huile ou des pertes de rendement. Ce n'est pas de la magie, c'est l'usage. Le kilométrage ne tue pas les moteurs, le mauvais usage si. Et ce secret explique pourquoi juger une voiture seulement par des chiffres est une des erreurs les plus coûteuses qui existent. Numéro 3. L'écu protège le moteur. Jusqu'à ce que vous l'obligiez à ne plus le faire. Les moteurs à essence modernes sont entourés de systèmes électroniques conçus pour les protéger. L'écu contrôle le mélange, l'allumage, l'ouverture de l'accélérateur, les limites de régime et les stratégies de chauffage. Tout est pensé pour éviter des dommages, même quand le conducteur ne sait pas exactement ce qu'il fait. Mais il y a une limite inconfortable que presque personne ne mentionne. L'écu ne peut vous protéger que jusqu'à un certain point. Les protections électroniques fonctionnent sous des suppositions raisonnables d'usage. Elles supposent que vous n'allez pas exiger une puissance maximale à froid, que vous ne maintiendrez pas le moteur noyé pendant des minutes, que vous n'ignorez pas les alertes ni forcerez des conditions extrêmes de façon répétée. Quand ces suppositions sont rompues encore et encore, l'écu commence à s'adapter, et pas toujours de la meilleure façon. Les mauvaises habitudes comme accélérer avec le moteur froid, ignorer les pannes mineures, conduire toujours hors de la plage idéale ou exiger une charge constante dans des conditions défavorables poussent le système hors de sa zone de confort. L'écu corrige, ajuste, compense, mais chaque correction a un prix. Et arrive un moment où il ne protège plus, il tente seulement de survivre à l'usage qu'on lui impose. Ce secret explique pourquoi beaucoup de conducteurs croient que la voiture est sortie mauvaise de l'usine, alors qu'en réalité le système a cessé de pouvoir compenser des habitudes dommageables. L'électronique n'est pas une garantie absolue. C'est un filet de sécurité, pas une excuse pour maltraiter le moteur. Quand vous l'obligez à travailler hors de ses marges logiques, les protections cessent d'être suffisantes.
Numéro 2. Le moteur est conçu pour durer bien plus longtemps que vous ne le croyez. Ici apparaît une vérité qui dérange autant les fabricants que les conducteurs. Les moteurs à essence sont conçus pour durer bien plus longtemps que ce que la plupart croient. Les décisions d'ingénierie derrière un moteur moderne sont, en général, conservatrices. Des matériaux surdimensionnés, des marges de sécurité larges et des tolérances pensées pour des scénarios pires que ceux que vivront la majorité des voitures. Alors, s'ils sont conçus pour durer si longtemps, pourquoi tant de moteurs tombent en panne tôt ? La réponse n'est pas dans la mécanique, mais dans l'environnement qui l'entoure. Le marketing pousse des intervalles d'entretien longs, des messages de sans souci et l'idée que la voiture est un électroménager qu'on utilise puis qu'on change. Cette narration tue plus de moteurs que n'importe quel défaut d'usine. La durée de vie réelle d'un moteur ne coïncide pas avec la durée de vie perçue par le marché. Un moteur bien traité peut dépasser facilement des chiffres qui aujourd'hui semblent exceptionnels. Non pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il a été utilisé comme le système complexe qu'il est, pas comme un objet jetable. Le problème n'est pas que les moteurs modernes durent moins, c'est que nous les utilisons moins bien en croyant que la technologie supporte tout. Ce secret change complètement la perception de la voiture. Elle cesse d'être quelque chose de programmé pour tomber en panne et devient quelque chose qui répond directement à la façon dont on la traite. L'ingénierie fait sa part. Le reste dépend du conducteur. Numéro 1. Le moteur à essence ne tombe pas en panne d'un coup, il abdique. C'est le point où tout s'emboîte. Le secret qui explique presque toutes les pannes, presque tout laisser tomber en panne sans prévenir et presque toutes les histoires de moteurs qui sont morts subitement. La réalité est dure, mais claire. Un moteur à essence ne tombe presque jamais en panne d'un coup, il abdique. Il n'existe pas un seul mauvais jour qui détruise un moteur sain. Ce qui existe, c'est une accumulation de micro-erreurs quotidiennes. Démarrer et exiger. Ne pas attendre la température. Ignorer les petits bruits. Reporter les entretiens. Utiliser une mauvaise huile. Conduire toujours pressé. Chacun de ces gestes, séparément, semble insignifiant. Ensemble, ils forment une condamnation lente. Les pannes graves sont presque toujours annoncées. Des changements de bruit, de nouvelles vibrations, des consommations anormales, des réponses plus lentes. Le moteur parle, mais la majorité ne l'écoute pas. Non pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle ne veut pas. Parce que l'admettre impliquerait de changer d'habitude, de dépenser du temps ou d'accepter que la voiture n'est pas indestructible. Voir le moteur comme un système vivant avec ses températures, pression, temps et besoins change tout. Ce n'est plus quelque chose qui fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui répond à la façon dont vous le traitez chaque jour. Quand il tombe finalement en panne, ce n'est pas une trahison. C'est de l'épuisement. C'est un système qui a donné tout ce qu'il pouvait dans des conditions qui n'ont jamais été idéales. C'est le secret le plus incroyable parce qu'il replace la responsabilité au bon endroit. Pas au hasard. Pas à la malchance. À l'usage quotidien. Votre moteur n'est pas fragile. Il est juste fatigué d'être maltraité. Si l'un de ces secrets vous a fait reconsidérer la façon dont vous conduisez ou dont vous prenez soin de votre voiture, dites-le dans les commentaires. Lequel ne connaissiez-vous pas et quelle habitude allez-vous changer dès aujourd'hui ? Abonnez-vous si vous voulez continuer à comprendre la mécanique au-delà des mythes. Laissez votre like si ce contenu vous a ouvert les yeux et partagez-le avec cet ami qui dit toujours que tous les moteurs sortent mauvais sans regarder comment il les traite.